Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à votre émission Le Journal de la Rédaction. C'est le troisième numéro de l'année 2013. Nous sommes très contents de parler ou d'échanger aujourd'hui autour, comme d'habitude, du sommet des Kampala ou le pourparlers des Kampala. C'est selon et aujourd'hui, les deux parties ont adopté l'ordre du jour, les calendriers des véritables négociations qui vont commencer bientôt. Mais au courant même de la semaine, la population congolaise ou le peuple congolais en général s'est souvenu de Laurent Désiré Kabila, mais aussi de Patrice Emery Lumumba. C'était le 16 et le 17 janvier dernier. Que reste-t-il alors du combat de ces deux personnages qui resteront gravés dans la mémoire de tous les Congolais? C'est la grande question que nous allons tenter d'expliquer au cours de cette émission. On va enfin finir avec la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2013 qui se joue depuis ce samedi en Afrique du Sud. Les Léopards participent à cette compétition. Mais comment alors notre équipe, après trois éditions ratées, compte-t-elle vraiment aborder? C'est dans quelles conditions cette équipe participe à cette compétition? Voilà également une autre question qui va être abordée au cours de cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fidèle Moussango du journal Le Phare. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. À côté de Fidèle, nous avons Daniel Safou du journal Le Point Saillant Plus. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Et de l'autre côté, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Enfin, nous avons Gérard Lemba. Vous êtes journaliste indépendant. Bonsoir. Bien sûr, avec la nouvelle émission Tout l'avocat. Bonsoir Charlie. Merci, bonsoir à vous tous qui suivez ce magazine. Fidèle, nous commençons avec vous à Kampala. En tout cas, on est allé vite. En début de semaine, les deux parties se sont mis d'accord sur le calendrier des pourparlers, outre la révisitation de l'accord du 23 mars ou son évaluation selon les termes du gouvernement. Mais il y aura aussi certaines questions que les rebelles ont voulu inscrire, notamment la situation politique, économique et sociale du pays. Globalement, comment appréciez-vous l'ordre du jour présenté à Kampala? Vous savez, nous risquons d'arriver à un deal entre belligérants. D'abord, quand je vous disais ici que les gens du M23, c'est des margoulins, pour la simple raison que quand ils commencent leur aventure, ils commencent à citer certains grands partis politiques comme l'UDPS, ils demandent qu'on libère Tshisekedi comme si Tshisekedi était en prison. Ils demandent de faire ceci et cela. Ils s'en prennent aux élections comme si le Rwanda n'avait pas reconnu l'élection de Kabila. Le Rwanda est le seul pays qui avait envoyé un premier ministre pour la fête pour l'investiture. Oui, donc c'était des agrégats qu'ils ont utilisés pour enticher les gens. Mais regardez maintenant, dès qu'ils arrivent maintenant à l'essentiel, ils oublient l'opposition politique, Tshisekedi n'existe plus, c'est ça. Mais ils disent que non, ils vont d'abord évaluer l'accord, ensuite ils vont parler politique. Comment peuvent-ils parler politique, économie sociale, seulement avec un gouvernement dont ils contestent la légitimité et la légalité? Ça fait un point. Deuxième élément, quand vous voyez la lecture de cet accord du M23, primo, il faut qu'on revienne quand même à l'origine. Les CNDP, certains membres font partie de la délégation du gouvernement dans le CNDP. Les membres sont là-bas. Alors maintenant, un accord signé avec les CNDP, aujourd'hui le M23 sort de ne sais où, et le M23 veut s'en prévaloir. Ça c'est une aberration, c'est une escroquerie politique. Maintenant, quand on va au fond, mais quand vous lisez l'accord lui-même, l'élément capital, tout litige qui surviendrait devrait être réglé de façon pacifique. Ils ont déclenché les hostilités. Donc, ils ont violé même leur accord eux-mêmes. Quand ils accusent le gouvernement d'avoir violé, et ils ont violé. Parce qu'on avait dit tout litige qui surviendrait entre le CNDP et le gouvernement serait traité sous le tapis vert. Ils ont violé. Donc, d'abord, si le gouvernement est sérieux, il devrait bloquer cette affaire pour dire, monsieur, on ne négocie plus avec, vous êtes des forces négatives. Voilà. Mais comme le gouvernement est dans un deal, maintenant le deal se dessine, ça veut dire il y aura partage de pouvoir entre eux et le M23, les gens vont en profiter pour introduire le plus d'éléments rwandais dans les forces de sécurité. Vous allez voir. On va y arriver. Je vais d'abord donner lecture du communiqué. En fait, c'était à l'issue de la 9e réunion
la plénière du dialogue entre le gouvernement et de la République démocratique du Congo et le M23 sur la situation de sécurité dans l'Est de la RDC. Les partis ont adopté et signé l'ordre du jour, dont le point inscrit à l'ordre du jour sont les suivants. 1. Revue de l'accord du 23 mars 2009. 2. Questions sécuritaires. 3. Questions sociales, politiques et économiques. Et 4. Plans de mise en œuvre. Voilà, Daniel, tel que présenté, voilà les points qui vont être traités au cours de ces négociations. On précise même que quand on entend parler de l'accord du 23 mars, il s'agit de la mise en œuvre de l'accord du 23 mars, les mécanismes pour la mise en œuvre de l'accord et questions connexes. En ce qui concerne la situation sécuritaire, il y a la problématique de l'insécurité en RDC, libre circulation des personnes et des biens, questions relatives au fonctionnement des services de sécurité et de défense et celles liées à l'ordre public, restitution des biens publics et privés pillés dans les territoires occupés sous le contrôle du M23 et puis réparation des dommages du fait de la guerre. Voilà, d'une manière ramassée, c'est que les deux parties conviennent en fait de mettre à la table pour discuter. Globalement, comment vous voyez cet ordre du jour? En fait, l'affaire n'est pas seulement au niveau de l'ordre du jour. C'est pas seulement là le vrai problème. C'est pas le fait qu'ils arrivent à dégager, les deux parties arrivent à dégager les points inscrits à l'ordre du jour et qu'on peut aspirer que les choses s'harmonisent, que les choses avancent. Et je l'ai toujours dit, le Rwanda a deux armes redoutables qu'il utilise dans sa démarche, n'est-ce pas rationnelle, c'est les mensonges et la ruse. Et vous verrez, le M23, c'est les mensonges et la ruse. Au niveau de la communauté internationale, on pointe du doigt au M23 comme étant un groupe, n'est-ce pas, qualifié, n'est-ce pas, de terroristes ou de forces négatives, dans ce sens-là. C'est à nous, les gouvernements, n'est-ce pas, de saisir, n'est-ce pas, l'occasion, d'accompagner, n'est-ce pas, la communauté internationale et d'enfoncer davantage, n'est-ce pas, le M23, parce que le gouvernement se voit piégé aujourd'hui. Comment on peut le faire alors, finalement? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour qu'on coince le M23? Le gouvernement a refusé de ne pas signer les cessez-le-feu. Le M23 l'a signé de manière unilatérale. Qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement puisse faire encore aujourd'hui pour enfoncer davantage le M23? Je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Moi, je pense que tout part sur les plans internes. Le M23, dans sa première démarche, il a commencé par récupérer, n'est-ce pas, les élémentaux internes. J'entends par élémentaux internes, c'est les problèmes que nous avons. Les problèmes, n'est-ce pas, de la vérité des urnes, les problèmes, n'est-ce pas, des arrestations, les problèmes, n'est-ce pas, des assassinats. Tous ces problèmes-là, le M23 en a fait son cahier de charges pendant que nous, sur les plans internes, on débattait ces problèmes. Mais comme l'a dit, n'est-ce pas, Fidel Moussango, quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu des avancées, n'oublie pas le M23, dans sa présentation, et il a été très mal présenté aujourd'hui. Et je crains que le Rwanda continue toujours à tenir mordicus avec le M23. Je pourrais même soupçonner, évidemment, dans les faux raisonnements, que dans l'avenir, il pourrait y avoir un autre mouvement que le M23. Parce qu'aujourd'hui, le M23 est très mal présenté. Même si on est arrivé à dégager les points inscrits, ça c'est piéger le gouvernement. Si aujourd'hui le gouvernement cède, il perdra à la fois, n'est-ce pas, sa personnalité en tant que pouvoir, il perdra à la fois son honneur en tant que pouvoir, il perdra à la fois ses ambitions en tant que pouvoir. Donc le vrai problème, comme a dit Kabila, la cohésion nationale, que cette cohésion nationale soit vraie, voilà, honnête. Très bien. Et nous aurons, n'est-ce pas, à étouffer le M23. Très bien. Si au niveau interne, oui, nous ne savons pas harmoniser entre nous, on joue du cache-cache, oui, je crois qu'on ne va pas très bien, merci, on va y arriver. Alors, Gérard, d'abord, comment vous appréciez d'abord l'ordre du jour tel que présenté? Est-ce que le point tel que nous les avons, je les ai lus tout à l'heure, revue ou révisitation de l'accord du 23 mars, des questions sécuritaires, des questions sociales, politiques et économiques et les plans de mise en œuvre. Ces 4 points tels que présentés, est-ce qu'une fois les discussions ont lieu autour de ces éléments, on peut retrouver la paix à l'est du pays? Merci Charlie, je partagerai la réflexion de mon ami Safo. C'est que apparemment ce n'est pas l'essentiel. C'est-à-dire que ça ne fait pas partir des aspirations de l'opinion congolaise. Alors si je dis ça, c'est pour retourner un peu à l'histoire. Il y a dans un passé récent, s'il faut un peu prendre
l'historique de l'AFDEL. Parce que on a compris après que l'histoire de l'AFDEL, c'était purement une histoire un peu, une affaire peut-être rwandaise. En tout cas, avec le temps, c'est prouvé. Alors, quand vous prenez de l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui, les M23, vous comprenez que nous avons toujours affaire au Rwanda. Nous avons toujours affaire au Rwanda. Et pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années, et que nous réalisons que le même problème, les pays est incapable de faire face pour trouver une solution définitive et durable. Alors tout ça, je ne sais pas en quoi ça va nous avancer, ça quoi, parce qu'une fois que vous faites un petit sondage ici dans l'opinion, il vous dira que nous n'entendons rien de Kampala. Nous n'entendons rien de Kampala. Alors, moi je suis de cet avis-là, nous disons, puisque nous sommes à la recherche de cette cohésion nationale et que, comme m'a dit le chef de l'État à son adresse devant le Congrès, et qu'il y aura dialogue interne ici, nous espérions dans ce dialogue où les Congolais vont se dire des choses en face pour trouver une seule fois. Parce que tout ça, c'est un peu de méli-mélo. Nous n'en sommes même pas encore... Nous sommes... Il n'y a pas longtemps, on a parlé de cessez-le-feu, on a parlé de beaucoup d'histoires. Vous comprenez un peu? Ces histoires ici vont nous avancer en quoi? Mais il faudrait rappeler que c'est l'argent du contribuable congolais qui prend en charge tous ces pourparlers. Vous comprenez? C'est là où les bas blessent. Donc tout ça, tant que ça ne nous avance pas, il faudrait vraiment que l'opinion congolaise, dialogue, ça saisisse le dialogue, il n'y a rien à espérer. Alors, aujourd'hui, d'abord, vous n'avez pas encore parlé. Comment vous appréciez l'ordre du jour tel que présenté? L'abbé Malou Malo a commenté, il est l'un des experts dans la délégation du gouvernement. Il a trouvé ces termes, je le répète, des ridicules, les revendications du M23. Et vous, comment vous voyez l'ordre du jour ici? Parce que déjà, vous savez, le ministre Chibanda l'avait déjà dit, que le premier point n'a plus de sens parce que le gouvernement a presque plus de 90% réalisé ce qui était prévu dans le cadre de l'accord du 23 mars. Oui, mais vous savez, si on ne sait pas ce que veut le Rwanda à travers ce pour parler de Kampala, le gouvernement risque de se faire dribbler. Ça, c'est la position de mon journal qui l'a été. Pour Kagame aujourd'hui, qui désormais tient, après toutes ces accusations de la communauté internationale, tient à améliorer son image. Il cherche à améliorer son image, mais il n'est pas possible qu'aujourd'hui, il se rend compte que si la RDC, avec tout ce qu'il y a comme force qui viennent, arrive à vaincre le M23, les armes à la main, tous ces gens qui sont qualifiés de forces négatives vont se déverser au Rwanda. Tous ceux qui sont demandés à la CPI, c'est au Rwanda qu'on va leur demander. Tangada, c'est au Rwanda qu'on leur demandera livrer-le. Kigali n'est plus prêt, mais il voudrait qu'il y ait une entente. Et comme ça, ces forces-là peuvent venir au Congo, et c'est le Congo qui sera en face de la communauté internationale. C'est au Congo qu'on demandera encore livrez-nous celui-là, livrez-nous celui-là. Alors aujourd'hui, cet ordre du jour-là viole déjà le principe, le premier principe du pourparler de Kampala. Les chefs d'État de la CIRGL avaient demandé au gouvernement d'écouter le M23 pour évaluer l'accord du 23 mars. Oui. L'UIA a écrit la lettre que nous avons lue ici. Non, il semble qu'il y aurait des revendications légitimes dans cet accord. Ce sont ces revendications qu'il fallait évaluer. Mais que, en plus de cette évaluation, qu'on ajoute une situation de sécurité, mais le fait d'évaluer l'accord, c'est déjà la situation sécuritaire qu'on est en train de perturbée par le M23 lui-même. Je voudrais d'ailleurs vous ajouter un élément, je ne sais pas comment vous allez l'apprécier, c'est le point 3, question sociale, politique et économique. Là, ils disent qu'il faut évaluer la violation de la Constitution, notamment en ce qui concerne la Cour suprême de justice, qui ne respecte pas la Constitution, la violation des droits de l'homme, il faut créer une commission indépendante des droits de l'homme, application effective de la loi sur la nationalité et sa mise en œuvre sur le terrain, la lutte donc contre la discrimination, la gestion politique, sociale et économique du pays, les déséquilibres géopolitiques dans le développement de la RDC, donc marginalisation, libération des détenus politiques et des prisonniers de guerre, amnistie générale pour les faits de guerre et faits insurrectionnels, scrutin du 28 novembre 2011, notamment la Commission électorale nationale indépendante. Oui, tout à fait. Tout ce point
ne figure pas dans l'accord du 23 mars. Non, justement. Mais le fait que la délégation gouvernementale ait accepté cet ordre du jour, et c'est là où j'ai trouvé que c'était déjà s'engouffrer dans la brèche où Kagame veut le prendre comme piège. Donc, comment accepter ça? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à un pyromane, le pyromane, il vient, il met le feu, vous dit, venez, nous allons asseoir pour évaluer les conséquences de l'incendie. C'est pas normal. Donc, c'est pour dire qu'il ne fallait pas, même s'il fallait... Et d'ailleurs, le M23 a donné... a annoncé les couleurs lorsqu'il va lire sa déclaration de politique générale. Ça n'avait plus rien à voir avec l'accord global inclusif, l'accord du 23 mars. Parce que le M23 sait qu'évaluer seulement l'accord, il sera pris à son propre piège. Vraiment, parce que l'accord a été effectivement effectué. Il ne restait que ce qu'il demande de diviser la province du Nord Kivu en 2 provinces. Mais on va la diviser en 2 provinces. Est-ce que ces gens-là en ont le pouvoir? Le problème de découpage est déjà traité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Et c'est aux gens du Nord Kivu de demander, ce n'est pas ce petit groupe là-bas de demander. Très bien. Alors, on va évoluer rapidement, fidèle. Regardez d'abord ce point 3. Les M23 va jusqu'à demander, ils disent, compte tenu des élections qui auraient été entachées de beaucoup d'irrégularités, compte tenu des violations des droits de l'homme, ils demandent même déjà soumet une transition pour pouvoir revoir tout ça et puis organiser les élections crédibles, transparentes, avec une commission restructurée. Vous ne voyez pas là que le gouvernement risque d'être pris dans le piège? Vous savez, je suis content que Diane revienne à des bons sentiments en disant qu'il ne fallait même pas que le gouvernement accepte les violations de l'accord. Je l'ai dit ici, la première violation, c'est le fait d'avoir pris des armes. Parce que l'accord est clair. Moi, j'étais à Goma. Tout litige qui surviendrait devrait être traité sous le tapis vert. Et ils ont déclenché les armes. Ils ont pris des Rwandais pour venir tuer les Congolais. Et en tuant les Congolais, donc quand on veut découper le territoire, on prend des Rwandais, on assassine les Congolais. Quand on veut, n'est-ce pas, faire entrer des réfugiés Tutsis congolais, on prend des armes Rwanda, on tue les Congolais. Alors ça n'a pas de sens. Rien que pour ça, le gouvernement peut dire non, on arrête. Mais le gouvernement... Et ça, c'est l'erreur de Kabila lui-même, qui fait une chose, il fait une chose de son contraire. Quand on lui donne une chance de devenir un grand président, il échappe. Il se prend déjà comme les Badibank. Il a fait des alliés. Et toute la terre rigole. Or, dans ces choses ici, il voit bien que c'est le Rwanda qui est derrière, avec des faux prétextes. Parce que Maluma l'a tout démoli. C'est ce que Maluma l'a dit. C'est ce qui m'a fait problème à Kampala. Maluma l'a dit non. Le 23 mars, nous avons des listes de documents additifs, additionnels, lesquels? Les listes des militaires du CNDP qu'on devait incorporer. Mais ce qu'on nous présente ici n'était pas là. Maluma voit ça. C'est ce qui fait que le M23 est malade, Kigali est malade. Kigali, quoi que ça dise. Non, quand il fallait dire, bon, il y a des militaires qu'on va incorporer. Il y en a. Deuxième élément, il faut maintenant parler congolais, pas des tabous. Vous avez déjà 8 généraux Tutsis. Vous voulez en rajouter encore. Vous avez 32 généraux colonels Tutsis. Écoutez, ce n'est pas la discrimination, papa. Donc, moi je prends un exemple simple. Le bâtonnier national Matadiwamba, Mouyaka. Combien de Bayaka sont réfugiés en Angola? Il dit non, moi je veux qu'on répartisse Bayaka en Angola. Je crée une armée, je prends des Angolais, je tue les Congolais. Et ils viennent et ils prennent Diana qui n'est pas Mouyaka, il me prend moi, allez, vous devenez des colonels généraux, vous entrez dans l'armée. Et on trouve là, sous les 40 colonels, il y a 35 Bayaka. Vous trouvez ça normal? C'est ça le problème. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si on continue à mener trop de généraux Tutsis, trop de colonels Tutsis, on met les Tutsis qui sont là en mauvaise posture. On crée un problème dans l'armée. C'est ça le problème. Maluma l'a dit. Même le Tutsi là, Enoch Ruberangab, il a dit non. Quand vous voulez faire revenir les réfugiés Tutsis, mais utilisez le mécanisme du HR. Si on amène 50 000 réfugiés Tutsis, venant d'où ils habitent aussi, on va les mettre où sans contrôler qui est qui et qui va où. Si on fait revenir des réfugiés de Bayaka de l'Angola, on doit savoir de quel village ils sont. Et on va vérifier. Et le HCR a des mécanismes. Donc déjà à ce niveau-là, ça fait problème. Donc voilà la main du Rwanda.
Alors, le gouvernement est pris à son piège. Deuxième piège maintenant, quand on regarde, quand on ouvre maintenant les questions sécuritaires, c'est un Sun City 2, ou c'est une conférence nationale 2. Et maintenant, vous le faites, vous, avec le gouvernement et les autres forces politiques. Ils disent quoi? Les UDPS, les autres qui sont parlé. Et là, donc, ils sont en train de parler de la vie nationale sans nous. Sans nous. C'était dangereux. Ça crée des frustrations, ça ne passera pas. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Les Rwandais, le Rwanda, le régime du Rwanda, pas les Rwandais, veut donner le plus d'éléments possible au monde pour dire qu'est-ce que nous vous avions dit? C'est une affaire congolo-congolaise. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Parce que quand les autres ont dit, bon, nous allons venir ici, alors ça veut dire on met en cause le processus post-électoral. Moi, j'ai tout le programme. Ça veut dire on dissout l'Assemblée nationale, on dissout le Sénat, on dissout les assemblées provinciales, on chasse les gouverneurs, on crée encore, on crée un truc, vous aurez la parole, attendez. cette idée là-bas, donc Conseil national de transition. Et là, vous avez M23 gouvernement. Alors, il faut nommer de nouveaux gouverneurs, nommer une nouvelle assemblée provinciale, enfin, par cooptation. Quoi. On coopte, et puis, ça vient du gouvernement, nous voulons faire comme en Centrafrique. Bon, Kabila, vous restez président, mais le M23 donne un premier ministre, ainsi de suite. Alors, les autres là, les autres comme le nous, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça fait? Ça veut dire à ce moment-là, oui. Si on arrive à ce schéma, c'est ce qu'on appelle la prime à la guerre. Voilà. Très bien. Alors, Daniel, vous aviez déjà la parole. C'est là où beaucoup de Congolais redoutent cette proposition. Si jamais il prenait corps, est-ce que ce n'est pas là aussi une balkanisation du fait là même du pays? Non, je n'aimerais pas parler en termes d'espace de la balkanisation parce que moi, personnellement, j'ai dit la balkanisation, c'est déjà là. Pendant que les gens réfléchissent à ce qui n'est pas balkanisé, il y a la balkanisation. Il y a des territoires conquis qui sont gérés par les M23. N'est-ce pas ça la balkanisation? Parce que nous sommes en retard de réflexion, nous, Congolais. Nous réfléchissons par rapport, on va m'arrêter, je vais manquer tel intérêt, je vais perdre le travail. Non. Laissez-nous réfléchir en tant qu'analyste et clairvoyant. Je crois que le pays est déjà balkanisé. Lorsqu'un chef de l'État se lève, il lance un appel, il vous demande, mettons-nous ensemble pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ça veut dire quoi? Le chef d'État lui-même constate que mon pays est empiété. Il y a une partie que je ne gère pas. Le Congo n'est pas géré dans sa totalité, qu'on se le dise. Mais tout cela, c'est quoi? Nous avons mis les fausses prémices en place. On a cru diriger le pays avec les mensonges. On a cru diriger le pays en gangstérisme. Au lendemain des élections, il y a eu un groupe de réflexion. Il y a eu des gens qui ont constaté, il y a un ça ne va pas, devons nous retrouver autour d'une table. Il y a un ça ne va pas, on ne dirige pas par défi. Souvenez-vous de Monseigneur Mosengo, qui était victime des injures à la télé. Aujourd'hui, on a besoin de lui. Souvenez-vous de tous ces gens-là. Moi, je pense, Kabila lui-même a constaté, mieux que nous autres, Kabila constate qu'il y a ça ne va pas, il lance un appel, la cohésion nationale. Mais cette cohésion-là doit être effective. Comment? Parce qu'on ne veut pas partage équilibré, équitable du pouvoir. Si je dois partir de votre réflexion, ça veut dire les élections ont connu des problèmes, ainsi de suite, il faut que les gens se mettent ensemble pour retrouver la cohésion. La cohésion, vous voulez couper comme les députés de l'opposition qui ont refusé d'aller à Kampala, et puis quand ils viennent, ils tendent encore la main au gouvernement, puis le gouvernement... L'intentionnalité fait du M23, je parle de l'intentionnalité. Oui. Hein, pour les juristes, on ne peut sanctionner ou juger si les juges arrivent à toucher à l'intentionnalité. Quelle est l'intentionnalité du M23? L'intentionnalité du M23, c'est 1. Entrer dans les institutions, comme ils l'ont fait avec les SNDP, soyez dans l'armée, et soyez aussi dans les services. Aujourd'hui, M. Charlie, qu'on se le dise, c'est l'erreur de Kabila. Il est appelé à corriger cette erreur. C'est Kabila qui a fait des Bosco Tangane général. C'est Kabila qui a fait des Kounda Batoire général. Parce que moi je pense, non, vous n'avez pas boudé. Mais est-ce qu'il n'était pas de bonne foi quand il le faisait? Peut-être qu'il était de bonne foi. J'en arrive pas au sommet de l'État, pas au sommet de l'État. Il pourrait bien nommer Kounda Batoire et bourgmestre au chef du quartier. Pas au sommet de l'État. Il s'agit de l'armée. Aujourd'hui, nous payons, n'est-ce pas, de nos propres turpitudes. Avoir invité les officiers supérieurs rwandais, je dis bien, au sein de notre armée, nous parlons des Tutsis. Nous avons des Tutsis congolais. Mais là où Kagame joue, il fait ce qu'on appelle l'inondation démographique. Il vous prend ses propres frères rwandais,
il vous injecte dans votre société et vous met en contradiction avec eux. C'est que moi j'appelle l'inondation démographique. C'est ce qui se passe. Je voulais terminer. Aussi longtemps, on ne va pas associer l'église catholique. Aussi longtemps, on ne va pas associer l'IDPS en tant que grand parti politique de ce pays. Aussi longtemps, on ne va pas associer la société civile. Aussi longtemps... Quelle société civile? Il y en a plusieurs maintenant. Quand je parle de la société civile, toi et moi, mais c'est Diane, nous tous, tels que nous sommes là, on doit nous associer. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous faisons partie de la société civile. Aussi longtemps, on ne va pas associer les couches sociales. C'est-à-dire que nous, c'est les retombées même des sens situés. C'est inévitable. Nous devons tous se retrouver. Au cas contraire, l'avantage serait, n'est-ce pas, du 1-20. Je voulais conclure par là, M. Charlie. Il y a une minorité qui est en train de disparaître dans ce pays. On les appelle les Tekeumbu. Ils sont en train de disparaître. On n'en fait pas problème. Mais quand il s'agit de nos frères, n'est-ce pas, des Baniamoulins, on en fait problème. Nous avons aussi des minorités à défendre dans ces pays. Je vous parle par exemple de Tekeumbu. Vous comprenez? Il y a aussi les Bayombe vers les Bawoyo là-bas, moi, qui sont en train de disparaître. Donc ça veut dire que ça c'est un faux débat. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes Congolais. Cherchons à résoudre le problème du Congo de manière générale, pas de manière particulière. Gérard, transition, des questions politiques, des questions sécuritaires traitées à Kampala, loin du pays, en dehors de la Constitution. Comment vous considérez cela? Bon, je regrette. En tout cas, je suis un légaliste et je tiens au respect de la loi. Sur la question que tu as posée à Safou, sur le comment, c'est simple pour répéter les termes de Safou. Il faudrait que les institutions ici à Kinshasa rétablissent la confiance vis-à-vis de la population. Nous savons tout ce qui s'est passé aux élections. Certes, c'est le passé, mais il faudrait chercher les voies et moyens pour rétablir. Il y a un hiatus, il y a un écart entre la décision des institutions et la population. J'ai aimé plus la citation que l'honorable Leconda avait fait une fois pour dire un Français, Clémenceau Georges, qui disait que la guerre est une activité trop importante, qu'il ne faudrait pas laisser seul aux militaires. C'est comme si les institutions se battent seules sans le peuple. Matata lui-même. Ils se battent seuls. Ils doivent reconnaître ça et seul le peuple aussi, ensemble avec ces institutions, va faire en sorte que nous rétablissons une seule. Sinon, je m'excuse, Charlie. Sinon, ça devient un cycle. Tous, chaque année, nous jouons le jeu du Rwanda. Et au finish, vous remarquerez, même si on est en train de bouder ici, on vous remarquerez la position du M23, ce qui va prendre le dessous. Nous le regrettons, mais c'est ça, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que de telles émissions, c'est-à-dire que quand ça vous parle de la balkanisation, pour avoir aller là-bas dans le cadre de travail à Goma, c'est pas Guissène, tous ces coins-là, j'ai pu réconforter un peu ce qu'il dit. Donc pendant que nous boudons, nous luttons contre la balkanisation, nous sommes dans la balkanisation. Toi tu penses que Charlie, tout ce que nous disons ici, toutes ces réflexions ici, la même émission peut passer à Goma aujourd'hui. Alors quelle est la balkanisation? Nous luttons contre quoi? Nous y sommes. Très bien. Alors, on finit avec vous ce point. Vous avez déjà regretté le fait que le gouvernement ait accepté d'étendre le cahier des charges à tout cela. Mais aujourd'hui, quand on parle de la violation de la Constitution, on parle des élections de 2011 par le M23, avec quelle qualité le gouvernement accepte cela? C'est pas aussi mauvais ça? Oui, mais je l'ai dit, parce que pour le moment, la délégation gouvernementale, je parle de la délégation gouvernementale. Ouais. Ne venons pas faire la politique politicaille, voir dans ce que Fidel fait, c'est son leader politique qui l'envoie. Ouais. Tout ce que Fidel fait ici, c'est elle qui les envoie. Pour dire que la délégation, quand elle agit, c'est Kabila qui les envoie. Donc c'est pour dire que cette délégation-là a une mission. Il ne faut pas que la flexibilité soit jusqu'à devenir une faiblesse. Voilà. Donc le fait d'avoir accepté, ça je le dis haut et fort, le fait d'avoir accepté, après résister pour dire ah non, nous ne pouvons pas parler de ça avec les forces négatives. Il fallait commencer par refuser cet ordre-là. Accepter l'ordre, discuter de la sociale avec les forces négatives, avec des criminels, ce n'est pas normal. Ça je le dirais toujours haut et fort. Très bien. Mais dire aujourd'hui que l'Est du Congo est balkanisé, il faut définir ce que c'est la balkanisation. La balkanisation, c'est couper le pays. Le Congo n'est pas encore. Il y a une rébellion. C'est tout comme au Mali. Il y a une rébellion. Mais le Mali n'est pas encore balkanisé.
On lutte contre cette rébellion. En Centrafrique, ils sont même aux portes de Bangui. On ne parle pas de la balkanisation. La balkanisation, c'est autre chose. Allez lire la définition. Quand on a balkanisé, ça devient notre... Vous voyez le Soudan. Le Soudan aujourd'hui est balkanisé. Il y a 2 États. Il n'y a pas encore 2 États aussi chez nous. Très bien. Même si la partie de retour sous contrôle de M23. Nous n'allons pas dire le peuple. Le peuple. Chers amis, nous sommes des intellectuels. Nous sommes dans un système de démocratie par représentative, de représentation. Nous ne sommes plus dans la démocratie de l'agora où on appelle le peuple. Le peuple, c'est qui? Qui est le peuple? Oh non, le peuple n'est pas là, on n'associe pas le peuple. Qui a la mesure de mesurer le peuple et qui a fait le sondage pour nous amener le point de vue de ce peuple? C'est qui? Le peuple, il parle à travers quoi? Nous sommes dans une démocratie représentative, le peuple est représenté par le Parlement, par ses élus. Si vous sortez de là, vous devenez un parlementaire debout, alors il n'y a pas de place ici. Très bien, merci. Je vais dire ceci encore, que dialogue, on doit associer tout le monde. Mes chers amis, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de quoi. Le chef de l'État a parlé d'une cohésion. Attendons le chef de l'État définir comment il entend faire ce cadre-là où il y aura la concertation de tous les Congolais. Attendons qu'il le définisse. Il n'a jamais parlé d'un dialogue. Très bien. Merci. Alors, nous allons continuer cette émission. On n'a plus assez de temps. Daniel Safou, je commence ce 2e sujet avec vous. Le 16 et le 17 janvier, le peuple congolais dans son ensemble s'est souvenu des 2 leaders politiques de notre pays qui ont marqué l'histoire, notamment Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001 ici à Kinshasa au Palais de Marbre. Et le 17, c'était Patrice Emery Lumumba qui a été assassiné également à Lubumbashi, au Katanga, en 61 justement. Alors, aujourd'hui, la question, ce n'est pas les festivités commémoratives. Ça, c'est une rengaine, on le fera tout le temps que ça durera. Mais aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui reste du combat de ces 2 personnages? Rien. Il ne reste rien. Il ne reste que du folklore. C'est-à-dire que quand on se trouve ce jour-là, le 16 janvier, on organise des festivités. Les gens prennent la bière, les gens dansent, même pas faire allusion à son ouvrage qu'il a écrit. Personne n'en parle pas. Écoutez, n'est-ce pas, tous les discours. Personne ne fait allusion au livre que Lumumba a rédigé un ouvrage. En dehors des lettres... Je fais allusion à un livre de base que nous maîtrisons tous. Congo, terre d'avenir, est-il menacé? Les autres ouvrages dont vous faites allusion, je ne sais pas, mais vous n'avez jamais fait allusion de cela, ni les Palou, ni Kinzenga, ni Muzitu, ni tous ces gens-là qui, aujourd'hui, ont fait de Lumumbi, c'est leur fonds de commerce, ne font jamais allusion. C'est du folklore. Voilà ce qu'on devait retenir de Lumumba, de Kabila. L'un a combattu la colonisation. L'autre a combattu la dictature. Mais l'idéal dans tout cela, c'est les valeurs fondamentales, la liberté fondamentale. C'est quoi on fait la liberté fondamentale? Nous devons vivre dans la sécurité. Nous devons vivre, n'est-ce pas, à l'effacement de la misère. Nous devons vivre avec un salaire décent. Nous devons vivre avec des unités de production, c'est-à-dire la création des richesses. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ces gens-là se sont bâtis pour que les Congolais ne puissent pas vivre dans la misère. Ces gens-là se sont bâtis pour que les Congolais vivent dans la liberté fondamentale, pas des assassinats, pas l'insécurité. Ces gens-là se sont bâtis pour une classe politique rationnelle. Ces gens-là se sont bâtis pour l'intégrité territoriale. Je signale, aujourd'hui où en sommes-nous? Notre pays, est-ce qu'il y a l'intégrité territoriale? Notre pays, c'est aujourd'hui, quand il y a des accords du 23 mars, n'est-ce pas là une trahison du pays? C'est aussi une forme de trahison où vous êtes allé, n'est-ce pas, négocier avec le Rwanda, parce que le M23... Je vais terminer. Je vais terminer. Dans un espace, pas dans les cadres, n'est-ce pas, institutionnels. C'était pas dans un cadre institutionnel. Vous l'avez déjà dit, Daniel. Non, j'en arrive parce que... Oui, parce que nous n'avons plus assez de temps. Oui, j'en arrive par rapport à ce que, n'est-ce pas, mon frère a dit. Donc, pour Laurent Désiré Kabila et Lumumba, il n'y a rien qui nous reste, rien. Mais ce que nous retenons de Laurent Désiré Kabila, au moins celui-là a reconnu dès son vivant qu'il était dans une affaire liée d'aventurisme. Quand il dit par exemple, ces gens-là ne sont pas des Congolais, ces gens-là sont des Rwandais.
Nous étions d'ailleurs un conglomérat d'aventuriers. Merci, merci. Là, Merci, Laurent Désiré Kabila éveille notre conscience critique avec ce qui se passe avec le M23. Est-ce que vous savez, le M23 n'a pas l'appui de l'opinion nationale? C'est grâce à Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a éveillés pour dire que nous étions un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Très bien, merci. Alors, fidèle, Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, deux personnes dont apparemment le sort est presque lié. Aujourd'hui, 52 ans, plus de 52 ans pour Lumumba, et aujourd'hui, c'est 11 ans, je crois, pour 12 ans pour Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qu'on retiendra de ces deux personnages et qu'est-ce qui reste encore de leur histoire dans notre pays? Vous savez que moi, j'ai la chance d'avoir vu Lumumba à Bukavu. Mon père était lumumbiste. Je l'ai vu chez moi. Et puis, chaque fois qu'on parle de Lumumba ou maintenant de Laurent Désiré Kabila, moi, j'ai l'impression qu'on remue le couteau dans la plaie. Ça veut dire que nous faisons un folklore qui nous a mis, qui nous humilie encore à l'extérieur. Comment voulez-vous parler de Lumumba? D'abord, le monument là-bas, là, d'abord, c'était un gros Lumumba. Lumumba n'était pas comme ça. Lumumba était mince. C'est juste une symbolique, non, une non, non. représentation. Le mausolée, ça c'est Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est pas Lumumba. C'est comme pour Kasavubu. Ça, non. Il fallait quand même prendre... nous avons des artistes pour faire des choses convenables et les faire bien et les placer à un endroit respectable. Pourquoi le mausolée est un endroit respectable? Mais regardez la statue de Kasavubu. Les Che Guevara nous là-dessus. Il fallait une protection quand même. C'est quand même le tout premier président de ce pays. Regardez Lumumba là, on le met là-bas. Donc, sur ce plan, c'était -ce pas par rapport à l'échangeur? Non. On est en train vous savez, je dirais, vous savez, on dira non, il dit ça parce que, oui, je peux dire, moi, la main sur le cœur, parce que c'est son père, il le soigne. Ah oui, ça je le dis ouvertement. Il fallait protéger les deux. Maintenant, deux. Mais aujourd'hui, la Belgique, selon une jurisprudence du tribunal du parquet, trouve qu'il faut refaire le procès parce que considéré comme un crime de guerre. On a assassiné Lumumba pendant la guerre. Or, un crime de guerre est imprescriptible. On va ouvrir les dossiers. Je ne vois pas la main du gouvernement dirigée par un lumumbiste. Ça veut dire la main, une mobilisation de tous les lumumbistes et de tous les Congolais pour faire pression sur la Belgique. Parce que la pression, c'est pour que le procès se termine, on puisse réhabiliter Lumumba. Et qu'il y ait des, attention, et c'est grave, il y ait des compensations financières intéressantes. L'assassinat de Lumumba a fait 500 000 morts avec les rébellions mouledistes. Je ne vois pas la main du gouvernement. C'est le folklore que j'ai vu, ça y est, j'ai même pas été, j'ai même pas regardé. Deux, pour Laurent Désiré Kabila, il y a un Rwandais qui s'appelle Faustin Kayumba, qui un matin nous réveille, qui nous dit non. Kagame avait convoqué une réunion au cours de laquelle il avait demandé qu'on élimine Laurent Désiré Kabila. J'ai dit, je me méfie. Il était là, donc il est complice. C'est un aveu. Son DIRCAP. C'est pas le DIRCAP, c'était quand même... J'ai dit, qu'il soit dissident, qu'il les fasse par vengeance, mais pour nous les Congolais, pour Joseph Kabila, fils, le fils de l'assassiné, il devait prendre cette question à cœur et confier à des grands nationalistes pour dire, il y a un nouvel élément sous la mort de l'assassinat de mon père. Il faut explorer ce côté-là pour qu'on recommence le procès parce que tous ceux qui sont à Makala, ce n'est pas ça les assassins de Lumumba. Ce sont des malheureux. De Kabila, vous voulez. De Kabila, par exemple. Il faut recommencer le procès de Kabila avec les nouveaux éléments. À la limite, faire une commission rogatoire pour entendre Faustin Kayumba et en faire un problème pour dire non, nous avons un aveu et on recommence le procès. Comme ça, ceux qui sont à Makala puissent voir. Il y a des innocents. J'en connais même qu'on a condamné parce qu'il était ami de Massassou. Mais Massassou a été assassiné avant. C'est pour vous dire ceci. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que les Congolais continuent à être des folkloristes. Quand il y a un problème de fond, un problème national, mais c'est du folklore, on donne un congé. On ne veut pas avoir de messe. Non,
Non, plutôt... il faut le faire, mais il faut le faire proprement. Comment est-ce qu'on a réussi la francophonie? On peut réussir la commémoration de Lumumba avec autre chose de beaucoup plus qui enivre tout le peuple. Pas de « j'ai vu des gens aller là-bas ». Bon, ça c'est un. Il faut des moyens, les moyens là-bas. Deuxièmement, pour le moment, le gouvernement a donné des moyens colossaux à une équipe de juristes, de sociologues, pour accompagner le procès qui va s'ouvrir à Bruxelles. Très bien. Ensuite, le gouvernement devait quand même recommencer le procès de Laurent Désiré Kabila avec les nouveaux éléments, dont l'aveu de Faustin Kayumba. Merci. Alors, je vais de l'autre côté. On va finir avec vous rapidement parce qu'il ne reste plus à 7 minutes. Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce qu'on retient de leur combat aujourd'hui? Bon, en fait, je ne suis pas dans la logique de ceux qui pensent que le fait qu'il ait existé Lumumba et un Kabila, tous les combats nous avaient déjà tout donné. Maintenant, nous devons jouir. Oui. Le fait que Lumumba était là aujourd'hui, on doit avoir tout pour lequel ils se sont battus. Et je suis de ceux qui pensent que l'héritage qu'ils nous ont légué, c'est de nous battre. Nous a même ajouté, prenez-vous en charge. Sur le prix des petits affaires, le gouvernement doit venir faire non social. Vous ne savez pas balayer devant votre maison, il y a des moustiques, vous tombez malade, le gouvernement doit. Ils nous ont demandé de nous prendre en charge par nous. Et la lutte, se battre pour le développement, le monde a dit, nous n'avons pas de bulletin de vote, mais ça passe sur Télé 7 régulièrement, mais c'est du pain. Et c'est le combat pour le développement. Donc, chers amis, s'il faut même aller, vous nous amener à dire des histoires que vous n'avez pas dit. Lorsque, par exemple, tout ce qu'on dit, programme agricole, village agricole, tout ceci, ce n'est pas ça un combat pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas le combat de Musée, ce n'est pas le combat de Kabila. Donc, moi, je pense qu'au lieu de faire de la discussion politicienne ici, et puis j'aimerais préciser une chose. Musée n'avait jamais dit, les mots sont très importants lorsque vous les dites à la télévision, que nous avons été un conglomérat de salvateurs. La charité. Oui. C'est l'AFDEL qui était. Il a parlé de l'AFDEL, que ces gens-là, c'était un conglomérat des aventures. Il n'a jamais dit que nous avions été conglomérat. Il faut restituer les paroles, surtout lorsqu'il s'agit d'un mot illustre comme celui-là. Voilà. Vous ne devez pas nous demander d'un côté, il faut, et de l'autre, vous vous mettez à l'injure d'une façon maligne. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais été contents que Kabila soit venu mettre à nu leurs illusions. Il y a des gens qui ont dit, nous sommes luttants contre il y en a qui ont lutté contre la dictature ici. Pendant des années. Et quelle était la lutte? Partager le pouvoir. Nommez-moi Premier ministre. Ils se sont battus. On nomme, on le restitue, on nomme. C'était ça le combat pour faire partie de la dictature. Et Kabila est arrivé, il y a effectivement mis fin. Ça, c'était naquis et nous n'aurons plus de dictature dans ce pays-là. Et nous sommes en train de nous soumettre une règle de dictature. Et enfin, j'aimerais dire ceci. Je sais tout ce qu'on a dit, on l'a dit même dans le premier sujet. Un proverbe lingala a dit ceci. Ceux qui m'ont moqué avec Mokolo Bitumbe, si la canokité. C'est ça le problème des élections. Oh. Il y a un problème. Nous savons que ça va. Qu'est-ce que ça a à voir avec Allez-y, terminez par là. Les opinions, le peuple, on doit associer. C'est ça. Donnez une minute à Gérard pour que Gérard puisse. La machine est bloquée. Gérard, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce que vous personnellement retenez de ces deux personnages et leur lutte? Lumumba n'est pas quand même mort pour rien. Son fils François Lumumba, dans un message que notre journal a publié, a exactement dit qu'il faut, au-delà de tout ce que l'on fait aujourd'hui, voir comment faire que le nom de Lumumba soit enseigné dans les écoles primaires, soit enseigné à l'université, comme il se doit, en fait, pour qu'il soit vraiment connu, et également pour Laurent Désiré. Mais il y a aussi une question qui me vient à l'esprit, c'est Maurice Mpolo et Okito qui ont été tués le même jour que Lumumba, dont personne ne parle. Je n'ai pas entendu dans les discours officiels les gens faire allusion à ces deux personnes qui ont péri le même jour avec Lumumba. J'ajouterai aussi, Kassavou fut aussi un des premiers présidents de ces pays-ci. Je ne sais pas pourquoi, je m'excuse. C'est un héros. Allez-y, rapidement. Il est plus héros que Lumumba. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il s'agit de l'histoire. On a falsifié l'histoire dans ce pays. S'il vous plaît. C'est des personnalités. Kassavou, c'est les grands leaders. N'est que de fonds de commerce. Plus que le monde. S'il faut un peu faire une réflexion humoristique, je dirais,
Lumumba, Kabila, Mouzé, ressuscité aujourd'hui, il radierait tout ce qui se tape la portée pour dire qu'ils sont de Lumumbistes ou de Kabilistes. Le vrai Lumumbiste, c'est le président de Tunisie qui nous a surpris ici devant, lors du sommet de la francophonie. Ouais. Lumumba n'est pas enseigné. Faites un sondage, Charles, tu es un journaliste, entrez dans le marché, demandez à tous nos moments là, qui est Lumumba? Mais Charlie, nous sommes encore en pleine négociation à Kampala, certes, c'est pour dire que quelques territoires sont sous le règne de 1-23. C'est une histoire qui a commencé aussi avec... Donc, pour parler de musée ici, je me réfère à tous les points de presse, toutes les conférences de presse qui tenaient musée. La RTNT a tous ses archives. Mouzé connaît bien cette situation, parce qu'il a été peut-être à l'origine, c'est lui qui nous a amené. Il a dit des histoires. Pourquoi la RTNT, pourquoi il ne puise pas dans ses archives pour montrer un peu, au lieu que le ministre de l'Information seul parle des histoires. Il y a une histoire. Non, j'ai dit que on ne peut pas faire face par rapport aux circonstances. Il y a une histoire pour chercher une solution durable et définitive. Merci. Qu'a dit Mouzé par rapport à tous ces histoires? Là, on va comprendre que c'est un cycle infernal que nous retournons. Nous n'avons plus assez, il nous reste à peine 4 minutes. Alors, en 1 minute, attendez s'il vous plaît. On parle de la CAN 2013. Les Léopards prennent part à cette compétition. Comment avez-vous vu la préparation? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Non, on ne peut rien attendre de cette équipe. Je l'ai dit hier sur les voies des ondes, que nous avons 98%, n'est-ce pas, d'être éliminés au premier tour. Pourquoi? Aujourd'hui, ça c'est un monde moderne. Il ne faut pas s'attendre aux résultats du moment où vous n'avez pas, n'est-ce pas, mis la main dans la pâte. Il n'y a pas eu un travail aguerri, il n'y a pas un travail de fond. Vous trouverez même dans les préparatifs, les Léopards et Nilpa, il n'a pas livré des matchs adéquats. Merci. Alors, le Claude Leroy aussi s'est accaparé de cette équipe comme c'était sa famille, il ne fait pas compte rendu. Qu'est-ce qu'il y a, comment ça... Donc, ce n'est pas une équipe qui est appelée à donner de la jouissance, de la joie aux Congolais. Nous allons continuer à pleurnicher. Écoutez, le football, je suis un ancien sportif, c'est du sport. On ne connaît pas qui va gagner et qui va perdre. Moi, je souhaite beaucoup de chance aux Léopards. Mais je déplore une chose. Nous venons encore de donner la face du monde, notre sale image des pays qui n'est pas gouverné. Comment voulez-vous que le gouvernement reçoit une liste, paye, et ensuite on lui ajoute une liste additive et ça crée des problèmes. Ça, c'est ridicule. Nous donnons encore notre nudité devant le monde. Une minute, vous finissez par là. Bon, en fait, j'ai vu l'équipe. Tout ce qu'on dit comme critique pour l'équipe congolaise, toutes les équipes africaines se ressemblent. Ils ont pratiquement les mêmes problèmes. Et je pense que dans tous ces problèmes-là, bon, nous allons avec égalité des chances. Merci alors Gérard, en 1 minute. Comme un ancien sportif aussi, je reste optimiste. Je ne suis pas d'accord avec ça, il ne faut pas parler comme ça de l'équipe nationale. J'allais dire que lors de Chan, je crois, quand le Simba avait remporté, on ne s'y attendait pas. Très bien. Donc certes, nous avons nos problèmes. C'est quand même un moment où il y a vraiment l'expression d'une bonne cohésion nationale. Donnons la chance aux équipes nationales. Beaucoup de chance à l'équipe nationale. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. C'était avec un grand plaisir que nous avons eu à discuter autour de ces sujets d'actualité. Nous souhaitons beaucoup de chance à notre équipe nationale, qu'elle puisse gagner, aller de l'avant. Pourquoi nous ramener la coupe? Ce sera pour la joie de tous les peuples congolais après 3 éditions ratées. C'est la fin de cette émission. Merci également à tous ceux qui l'ont suivi. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine. Mais pendant ce temps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.